Et si je vous disais qu'il existe dans votre chambre, au moment où vous regardez cette vidéo, des objets qui vous rendent pauvre, qui limite votre potentiel et vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et non, je ne parle pas de choses évidentes comme une PlayStation qui prendrait tout votre temps, des habits de luxe dans lesquels vous auriez dépensé tout votre argent, ou encore une Michelot qui vous demanderait plein d'argent pour pouvoir s'acheter des sacs à main de luxe. Non, il existe bien 8 objets ordinaires et extrêmement communs qui sont bel et bien en train de pourrir votre vie, et je vais vous les lister dans cette vidéo. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent du fait qu'il faut travailler plus dur, avoir de meilleures habitudes, être discipliné pour réussir dans la vie. Mais bon, ça, tout le monde le sait. Et mon but avec cette vidéo, c'est de vous donner vraiment des choses simples que vous allez pouvoir faire dès maintenant. Vous avez juste à prendre certains objets de votre chambre et les virer. Et ça va automatiquement améliorer votre vie. Bien sûr, je garde les points les plus importants pour la fin. Et notamment, le dernier point, c'est quelque chose que tout le monde a dans sa chambre et qu'un neurologiste de Stanford voit comme le pire ennemi du succès. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que cette information unique peut tout changer dans votre vie. Alors le premier objet, ça va être un matelas et même plus globalement votre lit. Première erreur à ne pas faire, c'est de dormir à même le sol. J'ai failli louper un de mes examens les plus importants à cause de ça. En fait, pendant ma période d'examen, j'avais cassé une des lattes de mon lit et donc j'avais mis mon matelas à même le sol. Je me rappelais que quand j'étais plus petit, eh bien, je dormais comme ça. Et en fait, pendant plusieurs jours, je me suis dit, ok, c'est pas un problème. Le truc, c'est que je suis tombé malade, j'ai beaucoup moins bien dormi parce que quand on est à même le sol, il y a beaucoup plus de poussière, de courant d'air et on dort de manière générale moins bien. C'est pas pour rien qu'on a inventé le concept du lit. Donc si vous n'avez pas de lit, achetez un lit. Bon, ça, la plupart des gens l'ont fait, mais ce que la plupart des gens ne font pas, c'est prendre un matelas qui est adapté à leur corps. Il existe des milliers de matelas différents et si vous n'avez pas un matelas qui est adapté à votre morphologie, eh bien votre sommeil va s'en trouver diminué. Si votre sommeil est moins bon, votre cerveau est moins bon. Si votre cerveau est moins bon, votre vie est moins bonne. Et tout ça à cause d'un vulgaire matelas. Personnellement, vous me connaissez, je suis passionné d'optimisation. J'ai été chercher quel était le meilleur matelas. Je suis un expert en matelas maintenant. Je vous fais un petit résumé. Alors, ce qui est important déjà, c'est de regarder votre poids. Plus vous êtes lourd, plus un matelas dur va vous convenir. Donc, si vous êtes un homme, si vous êtes lourd, si vous êtes grand, prenez plutôt un matelas ferme. Si vous êtes une femme, si vous êtes plutôt petit, plutôt maigre, plutôt léger, prenez un matelas avec une fermeté moyenne, voire un matelas plutôt mou. L'autre truc qui va jouer un rôle, c'est comment est-ce que vous dormez. Si vous dormez sur le ventre, il va vous falloir un matelas qui est plus dur que si vous dormez sur le dos. Si vous dormez sur le côté aussi, il vous faut un matelas qui est relativement plus mou. De manière générale, si vous dormez sur le ventre, essayez de ne pas dormir sur le ventre parce que c'est pas bien pour votre nuque et aussi pour votre sommeil. Moi, j'ai changé ça. C'est un truc que je pensais impossible de changer. Toute ma vie, j'avais dormi sur le ventre et maintenant, je dors sur le côté. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est je mettrai une image, vous mettez votre coussin là, vous mettez le bras sous le coussin. Comme ça, vous pouvez dormir sur le côté. On s'habitue assez vite et on dort en général mieux. Petit hack qui a changé ma vie, que j'ai mis en place il y a un mois, c'est d'utiliser une couverture 8 Sleep. C'est pas un placement de produit, c'est juste un truc que j'utilise et que je recommande si vous avez les moyens parce que ça coûte quand même relativement cher. En fait, c'est une couverture qui va être ajoutée par-dessus votre matelas. Ensuite, vous allez devoir brancher un truc dans une prise, mettre de l'eau dans un autre truc. Ça a l'air super compliqué, mais en fait, je vous promets, c'est super simple d'utilisation. En 15 minutes, vous l'avez installé et ensuite, vous n'avez rien besoin de faire. Et en gros, ce truc, il va prendre de l'eau, il va la refroidir, il va la faire passer juste sur votre matelas, entre vous et le matelas en gros, et ça va vous permettre de vous refroidir pendant la nuit. Alors, décrit comme ça, je sais, ça donne pas du tout envie, on a l'impression que ça sert à rien, même voir que ça va être fortement dérangeant, mais je vous promets, une fois que vous avez l'habitude de dormir avec ça, vous ne pouvez plus vous en passer, et moi je traque mon sommeil avec un Whoop, donc un bracelet qui me dit combien d'heures je dors, comment je dors, etc. Et depuis que j'utilise ça, eh bien, je dors beaucoup mieux. Ce qui est bien aussi avec cette couverture, c'est que vous pouvez faire l'inverse. Pour vous réveiller, vous pouvez faire passer de l'eau chaude et donc ça vous permet de vous réveiller naturellement. Ça joue sur le rythme du corps qui doit se refroidir pour s'endormir et se réchauffer pour se réveiller. Donc en fait, en refroidissant le matelas avant que vous vous endormez plus vite et vous dormez mieux, et en réchauffant le matelas juste avant que vous vous réveillez avec plus d'énergie. Un matelas, ça coûte relativement cher, je sais, mais je suis convaincu que c'est quand même un investissement à faire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir la dernière crypto, la dernière action sur laquelle investir, mais en vrai, si vous avez un mauvais matelas, ça vous fera gagner beaucoup plus d'argent et ça améliorera beaucoup plus votre vie d'acheter un matelas adapté. Et puis, je vous recommande de ne pas vous faire séduire par le marketing des marques premium. Vous pouvez prendre une marque
milieu de gamme. Tant que c'est un matelas qui est confortable pour vous et adapté à votre poids, comme on l'a vu plus tôt, eh bien, ça fera l'affaire. N'oubliez pas, le sommeil, c'est l'habitude la plus importante pour votre santé et votre succès selon la science. Il y a chaque année des centaines d'études qui tombent sur le sujet et qui le confirment. Donc ne continuez pas à faire partie des personnes qui dorment mal à cause de leur matelas. C'est une énorme erreur. Le deuxième truc dans votre chambre qui peut fortement vous handicaper, c'est d'avoir une tirelire. Donc en Suisse, quand j'étais gamin, on appelait ça une crousille. J'avais reçu ça de ma mère ou d'une de mes grand-mères. Et moi, je me rappelle, j'étais gamin, je prenais des petites pièces. J'étais trop content de pouvoir économiser à travers ma tirelire. Vous allez me dire, mais en quoi une tirelire, c'est mal? Eh bien, c'est pas mal en soi. C'est mieux d'économiser son argent et de le mettre dans une tirelire plutôt que de le dépenser. Mais ce qui est encore beaucoup mieux, c'est d'investir cet argent. Parce que l'argent qui est chez nous, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui ne fructifie pas. Et donc, c'est de l'argent qu'on perd. Parce que cet argent-là, si on l'avait placé, eh bien, il se serait multiplié. Si vous mettez 100 € dans une tirelire, dans 10 ans, vous avez 100 €. Si vous mettez 100 € sur des actions, dans 10 ans, vous avez probablement 200, 300, peut-être même 500 €. Et ça, sans rien faire. La plupart des parents, quand leurs enfants naissent, ils leur achètent une tirelire et ils pensent qu'ils font une bonne action, etc. Mais il existe une bien meilleure manière de fonctionner et c'est ce qu'a fait Warren Buffett, l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps. Lui, à la naissance de ses enfants, il n'a pas acheté de tirelire, mais il a acheté des actions. Et en fait, chaque année, au fur et à mesure que ses enfants grandissaient, eh bien, il leur montrait l'évolution de l'action. Et en investissant quelques centaines d'euros, quand ils étaient majeurs, ils se sont retrouvés avec un compte où il y avait plus de 1000 €. Je planifie déjà de faire exactement la même chose avec mes enfants et j'ai même trouvé un moyen de remplacer une tirelire. Vous savez, au lieu de mettre de l'argent à chaque fois dans un conteneur ou sur un compte épargne, eh bien, on peut simplement les investir. On économise et en plus, ça fructifie. Ce qui est super aujourd'hui, c'est qu'il existe plein de plateformes qui nous permettent d'investir facilement depuis notre téléphone portable et de manière très ergonomique. Donc il existe aujourd'hui plusieurs plateformes qui peuvent vous permettre d'investir facilement, que ce soit depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Si vous êtes débutant, que vous ne savez pas trop comment faire, etc., je vous donne une stratégie très simple. Il vous suffit d'acheter des ETF. Les ETF, c'est des regroupements d'actions. Au lieu d'acheter une action Apple, par exemple, vous allez acheter des parts d'un ETF. Et donc ça va vous permettre d'investir en même temps sur Apple, Microsoft, Tesla, Coca-Cola, McDonald's et des centaines d'autres entreprises. Vous pouvez choisir des ETF qui prennent en compte les plus grandes entreprises américaines, les plus grandes entreprises européennes ou même les plus grandes entreprises du monde entier. Avec cette stratégie, vous limitez votre risque. Imaginons que vous avez uniquement acheté une action Samsung et qu'il y a un problème dans la chaîne d'approvisionnement de Samsung. Votre action baisse et vous avez perdu énormément d'argent. Si à l'inverse, vous aviez acheté un ETF et que Samsung a à nouveau un problème dans sa chaîne d'approvisionnement, eh bien là, c'est beaucoup moins grave parce que certes, vous perdez un petit peu d'argent sur Samsung, mais toutes vos autres actions compensent cette perte et vous êtes quand même en bénéfice. Ce qui est bien avec ces plateformes, c'est que vous allez aussi pouvoir faire ce qu'on appelle du DCA. C'est une technique qu'on recommande beaucoup aux débutants et aux investisseurs passifs, que j'utilise personnellement encore aujourd'hui, et qui consiste à acheter un petit peu d'actions tous les mois dans les mêmes proportions. Au lieu d'investir 10 000 € d'un coup, vous investissez 1 000 € par mois pendant 10 mois. De premier abord, on peut penser que c'est la même chose, mais en fait, pas du tout. Si vous commencez à investir demain et que pas de chance, après-demain, eh bien, la bourse commence à descendre et qu'il y a une chute prolongée de la bourse pendant plusieurs mois. Eh bien, si vous investissez les 10 000 € d'un coup, vous allez faire d'énormes pertes. Alors que si vous fonctionnez en DCA, que vous investissez tous les mois une partie de la somme, eh bien, vous allez certes investir les premiers 1 000 € tout en haut, mais vous allez aussi investir 1 000 € au milieu de la descente, 1 000 € tout en bas, 1 000 € quand ça commence à remonter et en moyenne, votre performance sera bien meilleure. Alors, il existe plusieurs plateformes pour investir. Certaines sont disponibles uniquement sur ordinateur, d'autres sur téléphone portable. On vous mettra quelques liens dans la description si ça vous intéresse de commencer à investir au lieu de placer votre argent bêtement dans une vulgaire tirelire ou même un compte épargne. Troisième objet que je vous recommande d'arrêter d'utiliser, c'est les cartes de fidélité. Alors, je sais, c'est ultra contre-intuitif. On pourrait penser que les cartes de fidélité, c'est un super moyen d'économiser de l'argent. Et je me rappelle que quand j'étais gamin, j'adorais accumuler des points pour avoir des réductions. Mais en fait, si on étudie un petit peu mieux le sujet, on se rend compte que les personnes qui utilisent fortement les cartes de fidélité se retrouvent à dépenser plus que ceux qui ne les utilisent pas. Et ouais, quand on a une carte de fidélité, eh bien, on a envie d'accumuler les points. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on dépense, eh bien, c'est pas trop grave parce qu'on reçoit une compensation. On va aussi sauter sur toutes les offres qui nous sont proposées. On va en général recevoir plus de marketing et on va au final perdre plus d'argent qu'on en économise grâce aux cartes de fidélité. Alors, si vous faites super attention et que vous êtes ultra discipliné, ça peut ne pas être un problème. Mais dans mon expérience, la plupart des gens qui se concentrent sur les cartes de fidélité finissent tôt ou tard par en payer le prix fort. C'est primordial pour vous,
maintenant de sortir de cette mentalité de consommateur, où on réfléchit constamment à quelle est la prochaine chose qu'on va pouvoir acheter. On se projette dans le futur avec ce nouvel objet dont on a vraiment envie et on utilise le fait d'acheter des choses, de faire du shopping pour se réconforter ou pour ressentir un petit shot de dopamine. Ça peut paraître anodin, mais dans le monde, il y a les consommateurs et il y a les producteurs. Il y a ceux qui reçoivent leur dopamine du fait de consommer, d'acheter, de dépenser, et il y a ceux qui reçoivent leur dopamine du fait de produire, de créer, de délivrer. J'ai fait partie des deux catégories. Il y en a une qui est beaucoup plus naturelle, dans laquelle 90% de la population est consommée. Hein, c'est ce qu'on nous apprend quand on est jeune, c'est ce qu'on a envie de faire intuitivement. Et il y en a une autre, dans laquelle il faut un petit peu plus batailler au départ, mais qui au final nous rend beaucoup plus heureux, beaucoup plus riches et nous fait atteindre le succès. Donc si aujourd'hui vous avez des objets en tête que vous voulez vous acheter, que vous avez vos cartes de fidélité, etc., jetez-moi tout ça, arrêtez de penser à vos prochains achats et commencez à penser à comment vous allez produire, à comment vous allez vous améliorer et à comment vous allez devenir un producteur. Objet numéro 4, un plan de travail non adapté. Alors déjà, dans un premier temps, il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas dans leur chambre. Si vous avez un bureau dédié dans votre appartement, donc vous avez un endroit où vous pouvez travailler, où vous êtes seul, donc une pièce qui est isolée, sans distraction, c'est vraiment parfait. C'est le mieux, continuez à faire ça, j'ai rien à dire. Mais la plupart des gens, et c'est encore mon cas aujourd'hui, eh bien, on n'a pas de pièce dans notre appartement qui est un bureau dédié. Ou alors, ce bureau est au salon et il y a plusieurs personnes qui peuvent passer, ça va être à côté de la salle à manger, il va y avoir des distractions, peut-être du bruit, etc. Il y a encore d'autres personnes qui vont décider d'aller travailler à la librairie ou qui ont un bureau à leur travail. Mais encore une fois, la librairie, on est entouré d'autres personnes et au travail, c'est souvent des open space, donc il y a du passage. Une des choses qui a le plus démultiplié ma productivité, et j'ai commencé à le faire quand j'étais étudiant, j'ai eu énormément de chance de réaliser ça, c'est de me mettre à travailler dans ma chambre tout seul avec la porte fermée. Ça m'est même arrivé par moment de fermer la porte à clé afin qu'on vienne vraiment pas me déranger, à moins que ce soit une urgence. Ça peut paraître extrême, mais des études montrent qu'en fait, le cerveau humain est extrêmement mauvais pour multitasker. À chaque fois que vous allez avoir quelqu'un qui vous dérange, vous allez mettre plusieurs dizaines de minutes à vous refocaliser sur votre tâche. En plus des gens qui vous dérangent, vous allez vous auto-distraire. Moi, le problème quand je travaille dans un open space, c'est pas les gens qui viennent me parler, c'est souvent moi qui ai envie de parler aux autres personnes. Moi qui vais voir une personne passer et la regarder. Ou un truc va tomber par terre et je vais me mettre à réfléchir au fait que les feuilles, c'est fait de bois et que c'est quand même bizarre parce que le bois c'est brun et les feuilles c'est blanc et que du coup je vais me mettre à taper sur mon ordinateur comment est-ce que le bois se transforme en feuilles et perdre des dizaines de précieuses minutes. Donc on a tous une chambre, en général il n'y a personne dans notre chambre et c'est assez simple de mettre un bureau à l'intérieur de cette chambre. Et ça, si ce n'est pas le cas pour vous, je vous recommande tellement d'essayer. Si vous pensez que c'est inutile, etc., essayez pendant une semaine, vous prenez votre bureau qui est au salon, vous le mettez dans votre chambre, ou bien si vous avez l'habitude de travailler à la bibliothèque ou dans un bureau, vous rentrez chez vous si vous le pouvez et vous avez des sessions où vous êtes tout seul pour travailler. La deuxième erreur que beaucoup de personnes vont faire, c'est d'avoir un emplacement de travail qui est donc pas adapté. Ils vont bien travailler seuls dans leur chambre, mais ils vont avoir une chaise qui est trop haute, trop basse, qui est mal ajustée, qui est trop confortable ou pas assez confortable. Ils vont avoir une table qui est trop haute ou trop basse. Ils vont travailler sur l'écran d'un ordinateur portable et donc être comme ça avec la tête penchée vers le bas au lieu de pouvoir regarder droit devant eux en utilisant un écran externe. Ils vont utiliser le trackpad au lieu d'utiliser une souris. Ils vont travailler assis sur leur lit ou sur un canapé ou sur une table pour manger au lieu d'avoir un vrai bureau. Ils vont avoir les reflets du soleil qui vient de la lumière de leur chambre qui tape sur leur écran et donc ils voient pas bien quand ils sont en train de travailler. Ils vont avoir plein de trucs qui traînent au milieu de leur bureau et donc pas pouvoir rester concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça, c'est parce qu'on pense à court terme. Certes, sur une journée de travail, ça fait pas une énorme différence. Sur une semaine, on commence à voir l'impact. Sur une année, c'est indéniable que c'est important. Et sur 10 ans, ça paraît une évidence. Si vous avez un emplacement de travail pas adapté, vous allez vous niquer les cervicales, vous allez vous niquer le dos et vous allez être moins productif, travailler moins longtemps parce que c'est plus épuisant, vous avez plus mal, etc. Vous allez être moins concentré. Vous allez faire du travail de moins bonne qualité. Et tout ça, cumulé sur plusieurs mois, plusieurs années, eh bien, c'est la différence entre vous qui réussissez et vous qui échouez. Pourtant, c'est extrêmement simple. Vous pouvez aller dès maintenant sur Amazon, vous commandez un clavier, une souris, un écran externe, une chaise qui est adaptée et potentiellement un bureau. Et encore une fois, pas besoin d'acheter que du Apple ou des marques de mobilier de luxe. Vous pouvez vous en sortir pour quelques centaines d'euros. Ça peut paraître cher maintenant, mais je vous promets que sur 2-3 ans, c'est largement remboursé. Cinquième objet à supprimer que
que vous avez peut-être dans votre chambre, c'est des tickets à gratter. J'étais choqué de savoir qu'un tiers de la population française jouait à la loterie et autres jeux de hasard. Imaginez-vous, 19 millions de personnes qui dépensent leur argent dans le rêve de pouvoir un jour gagner et devenir riche instantanément. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'avoir envie de devenir riche instantanément, c'est bien. Ça montre que vous êtes ambitieux, ça montre que vous avez envie de devenir riche et que vous êtes motivé à le faire, vous êtes même prêt à dépenser de l'argent pour le faire, à vous rendre à votre marchand de journaux semaine après semaine, mois après mois, à faire des paris sportifs, à réfléchir à quelle personne va gagner, etc. Donc au final, vous avez une énergie qui est là pour gagner de l'argent. Le problème, c'est juste qu'elle est employée de la mauvaise manière. Vous avez de l'ambition, vous avez de l'énergie, mais on vous a manipulé. On a utilisé votre cerveau contre vous. En psychologie, on a ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est des manières de fonctionner de notre cerveau qui sont fausses et qui vont nous pousser à prendre de mauvaises décisions. Et la loterie, les tickets à gratter, etc., c'est littéralement un puits à biais cognitifs. Ça a été créé pour exploiter tous les biais cognitifs de votre cerveau. Je vous en cite quelques-uns. Il y a le biais cognitif d'excès de confiance, qui est un biais dans lequel les gens surestiment leurs chances de gagner et pensent qu'ils peuvent battre les faibles probabilités. Il y a le biais d'illusion de contrôle qui va vous faire penser que vous avez un contrôle sur le fait de gagner parce que vous choisissez les chiffres. Si vous pensez que vous n'en êtes pas victime, posez-vous la question, est-ce que vous avez autant envie de jouer quand quelqu'un d'autre choisit les chiffres pour vous ou si vous choisissez les chiffres pour vous, vous-même? Et en général, on préfère la deuxième option. De nouveau, notre cerveau est biaisé, notre cerveau, des fois, pense de manière irrationnelle et c'est normal, on est humain. Troisième biais, c'est l'erreur de perception des probabilités, où le cerveau humain arrive très mal à évaluer les probabilités qui sont très faibles. Donc, on pense que c'est peu probable de gagner au loto, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est peu probable. Rendez-vous compte, vous avez plus de chances de vous faire frapper par la foudre 2 fois dans votre vie, plutôt que de gagner à l'euro-million. Quatrième biais, c'est le biais de disponibilité, où on a l'impression que les choses qu'on voit souvent dans les médias, etc., se passent plus souvent qu'elles ne se passent en réalité. Et étant donné que les médias vont souvent parler des grands gagnants en loto, on se dit « Ah oui, en fait, ça arrive à lui, ça pourrait arriver à moi. » Mais c'est pas du tout le cas. Et puis, il y a encore d'autres biais, comme l'effet de représentativité, par exemple, où on a l'impression que, vu qu'on a déjà joué au loto des dizaines ou des centaines de fois par le passé et qu'on n'a pas gagné, eh bien, c'est plus probable qu'on gagne dans le futur. Alors que c'est pas du tout le cas, que ce soit la première fois que vous jouiez au loto ou la 2000e fois que vous jouez au loto sans avoir gagné auparavant, eh bien vous avez exactement les mêmes chances de gagner. Et si c'était que ça, ce serait pas trop grave. Le vrai problème avec ces jeux de hasard, c'est que quand on joue, on a une espérance de gain négative. Je fais un tout petit peu de stats très simple pour vous expliquer ce que je veux dire par là. L'espérance, c'est la moyenne de gain quand on prend une certaine décision, par exemple de jouer au loto. Pour la calculer, on va faire une moyenne. On va s'imaginer qu'on joue par exemple au loto des milliards de fois et on va regarder en moyenne combien on gagne. Quand on fait ce calcul avec le casino, les tickets à gratter, le loto, etc., on se rend compte que la moyenne, elle est négative. On gagne moins d'argent en moyenne qu'on en dépense pour jouer au jeu. Dire qu'en moyenne, plus on joue, plus on perd d'argent. Et c'est ça qui est extrêmement vicieux, en particulier avec les tickets à gratter, parce que les tickets à gratter, on gagne de temps en temps. Même chose pour les machines à sous, même chose pour la roulette. Mais en fait, on se rend pas compte qu'en moyenne, on perd de l'argent. On va se rappeler de nos grandes victoires et on va mettre un petit peu sur le côté nos défaites, mais on peut pas se battre contre les stats. Au final, on finit toujours par perdre plus que l'on gagne. Comme je vous l'ai dit au début, cette motivation que vous avez à gagner de l'argent, et même la décision d'être prêt à dépenser de l'argent pour pouvoir peut-être en gagner plus par la suite, on dit souvent que c'est mal, mais moi je pense que c'est bien. C'est juste qu'au lieu de mettre cet argent dans des jeux de hasard, vous allez perdre en moyenne où il y a une espérance négative, eh bien il faut trouver des jeux de hasard dans lesquels vous avez une espérance positive, donc dans lesquels vous allez gagner sur le long terme. Et ces jeux de hasard positifs, ils existent. Le premier, qui est ultra accessible, c'est comme on l'a dit plus tôt, d'investir à la bourse. Vous allez pouvoir parier sur le futur, mais contrairement au loto, au casino ou même encore au paris sportif, en moyenne, vous allez gagner de l'argent. Donc si vous mettez de l'argent sur les ETF, peut-être que ça va monter, peut-être que ça va descendre, peut-être que vous allez gagner, peut-être que vous allez perdre. Mais en moyenne, si vous le faites pendant assez longtemps, vous allez gagner. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Oui, mais moi, investir une fois par mois sur un ETF, ça m'ennuie. En plus, je ne peux pas gagner beaucoup d'argent, etc. »
Alors si c'est le cas pour vous et que vous avez un petit peu le goût du risque, eh bien vous allez pouvoir prendre plus de risques, mais tout en gardant une espérance de gain positive, tout en jouant à des jeux au hasard où vous gagnez en moyenne sur le long terme. Et vous pouvez, au lieu d'acheter des ETF, acheter des actions individuelles par exemple. Alors ce qui est important, c'est vraiment d'être dans une stratégie de buy and hold, donc de j'achète et je garde. Okay, vous pouvez pas vous dire « Ah oui, ça a descendu, là je vends ». Non, vraiment, parce que si vous le faites, vous allez commencer à faire du trading. Et là, en moyenne, si vous savez pas ce que vous faites, eh bien vous allez perdre votre argent. Je crois que les stats, c'est environ 80-90% des gens qui font du trading, voilà, sans se former ou sans être au courant, perdent leur argent pendant les premières années. Mais ça, c'est parce que les gens, ils achètent et ils vendent. Si vous êtes dans une strat plutôt passive, vous achetez, vous gardez, et bien là, les stats, elles sont très positives et plus c'est du long terme, plus c'est positif. Donc, si vous voulez prendre un petit peu plus de risques, si vous avez envie, voilà, de devoir parier sur des actions un petit peu comme vous pariez sur, je sais pas, des matchs de foot ou des combats de boxe, parier sur l'action Leclerc. Je précise, hein, c'est des exemples, c'est pas des conseils en investissement. Investissez sur ce que vous voulez. Moi, je recommande rien. Je vous recommande de la stratégie de manière globale. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus vous prenez des risques, plus vous avez des chances de perdre. Mais encore une fois, eh bien, si on ne vend pas, on est quand même sur un truc qui, sur le long terme, devrait être plutôt positif si vous ne choisissez pas vos actions n'importe comment. Et si vous me dites, oui, mais Yomi, moi, les actions, c'est encore trop boring pour moi. Moi, je suis vraiment un ouf. Quand je vais au casino, je mets tout mon salaire sur le numéro 7. Eh bien, c'est pas ce que je recommanderais. Moi, je serais plus sur une option ETF. Mais si vous avez vraiment besoin de ce goût du risque, de cette excitation, de cette adrénaline, allez acheter des cryptos. Allez acheter des cryptos, vous faites vos recherches, vous choisissez une crypto par mois, vous investissez quelques centaines d'euros dessus, etc. Et c'est pas la meilleure option, c'est pas ce que je recommanderais à mes enfants, mais c'est en tout cas bien mieux qu'aller jouer à l'euro-million, au casino, parier sur des chevaux ou des matchs de foot. Parce qu'en moyenne, vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Le 6e point qu'il faut absolument supprimer de votre chambre, c'est tous les objets inutiles et le désordre de manière générale. La bouffe qui traîne. Bon, ça me paraît évident. J'espère que dans ma communauté, on n'a pas trop de gros dégueux qui ont des pots de banane à moitié moisis et un milkshake d'il y a une semaine qui traînent sur leur bureau. Normalement, on est quand même une chaîne de développement personnel, donc ça ne devrait pas être le cas. Mais je vous encourage à aller même plus loin et de rentrer chez vous, regarder autour de vous dans votre chambre et de regarder tous les objets qu'il y a. Et de vous poser la question, est-ce que cet objet, je l'ai utilisé pendant les 10 derniers jours? Si cet objet, vous ne l'avez pas utilisé pendant les 10 derniers jours, il ne devrait pas être visible. Donc vous pouvez le prendre et le mettre dans un tiroir, le mettre dans un endroit où c'est rangé, c'est fermé, à moins que ce soit un truc vraiment décoratif. Et en fait, juste de prendre ces objets, même au pire, si vous n'êtes pas quelqu'un de très ordonné, vous prenez tous ces objets, vous les mettez dans un énorme carton, vous allez planquer ce carton dans un placard. Ça va épurer votre environnement de manière ultra rapide. Et en réalité, les objets que vous n'avez pas utilisés pendant les 10 derniers jours, c'est extrêmement probable que vous n'en ayez pas besoin non plus pendant les 10 prochains jours. Et si vous en avez vraiment besoin, au pire, vous irez le prendre dans le tiroir. Deuxième étape, vous regardez de nouveau autour de vous, vous allez regarder même dans les tiroirs, vous allez prendre tous les objets que vous n'avez pas utilisés pendant les 3 à 6 derniers mois dans votre chambre et vous allez soit les mettre dans votre cave, soit vous allez les vendre, soit vous allez les donner, soit vous allez les jeter. Si vous n'avez pas utilisé un objet pendant les 6 derniers mois, c'est extrêmement probable que vous ne l'utilisiez pas pendant les 6 prochains mois et même les 6 prochaines années. On a un biais mental, encore une fois, un biais cognitif, qui est l'aversion à la perte. On préfère avoir un truc au fin fond d'un tiroir chez nous plutôt que se dire qu'on l'a plus. Et ça nous pousse à nous accrocher, nous agripper à plein d'objets dont on n'a plus besoin. Comme un espèce d'écureuil qui fait que de stocker des glands partout, quoi. On est des animaux, hein, tout comme l'écureuil, on a ces réflexes primaires, mais faire l'effort de se détacher de ces objets, même si on se dit « Ah oui, mais peut-être que en fait, dans le futur, j'en aurais besoin pour ça, mais voilà. » Eh bien, en général, c'est mieux de s'en débarrasser, ou alors au minimum de le mettre dans la cave, parce que d'avoir plus de place chez vous, d'avoir un environnement épuré, ça va en fait se répercuter directement sur votre cerveau. Tout le bordel qu'il y a dans votre chambre actuellement, c'est du bordel qu'il y a dans votre esprit. Je sais, ça peut paraître un petit peu spirituel ou quoi, mais c'est extrêmement vrai. Plus vous avez un espace libre dans votre chambre, qui en plus est probablement votre environnement de travail, qui est l'endroit où vous dormez, l'endroit où vous passez énormément de temps, plus vous allez vous sentir libre, plus vous allez pouvoir avancer vers vos objectifs. En plus de ça, moins vous avez d'objets, plus c'est facile de garder votre chambre rangée, et avoir une chambre rangée, ça vous aidera à avoir une vie ordonnée. Avoir une vie ordonnée, c'est aussi beaucoup plus de chances d'avoir une vie avec du succès et d'avoir une vie heureuse. Personnellement, j'ai toujours été un mec assez bordélique. Ma mère pétait des câbles quand elle venait dans ma chambre. Elle me disait range, range. J'étais là, mais c'est ma chambre. S'il y a bien un endroit que je peux ne pas ranger dans cet appartement, c'est ma chambre. Laisse-moi tranquille. Et ma mère avait raison, comme plein de fois auparavant, quand on est jeune, on voit pas vraiment. Quand on est jeune, on est un petit peu flemmard, on est un petit peu biaisé, on est un petit peu rebelle. Et souvent, les adultes ont quand même raison. Ils ont aussi tort sur pas mal de trucs, mais sur ce genre de trucs, ils ont raison. Il y a un truc, pour parler encore une fois de biais, qui s'appelle le biais de cohérence.
Et si vous avez une chambre qui est rangée, eh bien votre cerveau il va se dire « Ah, je suis une personne carrée. Je suis une personne ordonnée, je suis une personne qui a sa vie en main. » À l'inverse, si vous avez un bordel dans votre chambre, votre cerveau va se dire « Ah, ok, j'ai une chambre qui est bordélique, j'ai une vie qui est bordélique, je suis une personne qui ne sait pas m'organiser, je suis une personne qui a perdu le contrôle sur sa vie. » Ça peut paraître bizarre, mais le cerveau fonctionne vraiment comme ça. Et si vous ne me croyez pas, essayez de ranger votre chambre et de garder votre chambre parfaitement rangée pendant une semaine, un mois, et juste observez si votre vie s'améliore ou pas. Et vous allez voir que sans rien faire d'autre, comme par magie, vous allez tout d'un coup être plus organisé dans votre travail, être plus organisé dans votre vie perso, être plus motivé, vous prendre plus au sérieux, avoir plus confiance en vous. Et ça, c'est la magie du biais de cohérence. Le 7e point, c'est la télévision. Alors, celui-là, il est assez évident, mais je voulais quand même le mettre parce qu'il est important et on a presque tous une télévision dans notre chambre. Là, actuellement, j'ai une télévision dans ma chambre. Vous allez me trouver con, mais je ne l'ai pas enlevé parce que je trouve que ça rend bien en termes de déco, ça remplit la chambre, mais je n'ai pas de télécommande, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, il y a 2 raisons à ça. Premièrement, bien sûr, regarder la télé, ça fait perdre énormément de temps. Et il y a du divertissement, je trouve, de meilleure qualité sur notre ordinateur, sur YouTube, Netflix, il y a beaucoup plus de choix. Donc si je dois regarder une vidéo, je préfère regarder sur mon ordinateur plutôt que la télé. Et le deuxième gros avantage de l'ordinateur, c'est qu'on peut mettre un filtre à luminosité. Beaucoup de personnes regardent la télé le soir. Et le problème, c'est que les écrans de télé sont très mauvais pour filtrer la lumière bleue. Et donc ça va vous empêcher de vous endormir, de bien dormir, dérégler votre rythme du sommeil et donc vous niquer, les amis. On se rappelle ce qu'on a dit au début de la vidéo. Le sommeil, c'est l'habitude la plus importante pour votre vie. Donc j'ai parlé brièvement de lumière bleue pour ce point, et la lumière bleue, c'est la 8e chose que vous devez absolument dégager de votre chambre. C'est votre ennemi numéro 1. Vous n'imaginez pas le nombre d'erreurs que vous avez faites à cause de cette enfoirée de lumière bleue. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures de sommeil que vous avez perdu à cause de cette enfoirée de lumière bleue. Vous n'imaginez pas le potentiel que vous avez gâché à cause de cette enfoirée de lumière bleue. C'est probablement un des ennemis publics les plus numéro 1. Je sais que ça veut rien dire. Je sais qu'on n'est pas censé dire ça comme ça, mais c'est ma vidéo YouTube, je fais ce que je veux. Et c'est pas uniquement moi qui le pense. Andrew Huberman, qui est un scientifique, un neurologiste de Stanford, mentionne la lumière bleue ultra souvent dans ses podcasts, dans ses vidéos YouTube. C'est donc un scientifique qui est passionné d'optimisation sur la santé, la biologie, etc. pour pouvoir être en bonne santé, mais aussi pour pouvoir être bien mentalement. Et ça, c'est très important. Comme on l'a dit en début de vidéo, plus vous êtes bien à l'intérieur de votre cerveau, plus vous êtes bien dans votre vie. C'est presque instantané le parallèle. Et en fait, il parle beaucoup de lumière bleue parce que c'est quelque chose de très sous-estimé dans notre société. On ne pense pas qu'un petit rayon, qu'une petite couleur de lumière, en fait, va avoir d'aussi grands impacts dans notre vie. La lumière bleue, c'est extrêmement nocif parce que ça va nous empêcher de nous endormir le soir. Ça va aussi réduire la qualité de notre sommeil pendant la nuit. Et ça va, du coup, nous donner envie de dormir plus longtemps pour récupérer et donc nous empêcher de nous réveiller le matin en pleine forme. Du coup, il faut faire extrêmement attention et utiliser la lumière bleue à notre avantage. Le seul moment où vous avez envie d'avoir de la lumière bleue qui arrive dans vos yeux, c'est le matin. Ça va vous aider à vous réveiller, en fait. Ça va signaler au cerveau que c'est la journée. Vous savez qu'on est des animaux diurnes, donc on vit pendant la journée. Il y a des animaux qui sont nocturnes, qui vivent pendant la nuit. Nous, on est censé vivre pendant la journée. Si vous vivez la nuit, votre cerveau, il pète un câble, il n'est pas bien. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses études qui ont été faites sur les gens qui travaillent la nuit. En général, ils vivent beaucoup moins longtemps. Parce que notre corps n'est pas adapté pour ça. Il y a des capteurs en fait dans nos yeux qui sont là pour signaler à notre cerveau « Ah, il y a de la lumière bleue qui arrive, du coup, réveille-toi ». Si on les reçoit le matin, ces signaux-là, c'est super. Du coup, on se réveille plus facilement. Et aussi, environ 16-18 heures après les premiers rayons de lumière bleue qu'on a reçus, on va avoir envie de dormir. Donc en gros, vous vous réveillez le matin à 8 heures, hop, vous ouvrez les rideaux, vous recevez de la lumière bleue. Et quand je dis lumière bleue, de manière générale, la lumière du soleil, vous pouvez considérer ça pendant la première partie de la journée comme de la lumière bleue. Il y a justement au niveau du coucher de soleil que ça va devenir plutôt de la lumière orange et rouge-orange et donc signaler à votre corps qu'il faut dormir. Et il faut faire attention à ça. Donc du coup, ouvrez les rideaux le matin et après, là où beaucoup de personnes font des erreurs, c'est qu'ils vont regarder la télé, regarder les écrans le soir. Donc la lumière bleue va du coup continuer à leur arriver dans les yeux et le cerveau va dire « Ah, c'est le matin, c'est le matin, c'est le matin, c'est le matin » et donc vous dormez pas. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous endormir tôt. C'est pour ça que vous n'avez jamais réussi à être un lève-tôt. C'est pas parce que vous êtes un lève-tard, c'est parce que vous mettez de la lumière bleue le soir dans les yeux. Un autre truc qui est super important, auquel beaucoup de personnes ne font pas attention, c'est les voyants lumineux dans votre chambre. Vous avez un voyant lumineux sur votre télé, sur votre ordinateur, sur votre chargeur. Ça, c'est souvent de la lumière bleue, et même si c'est de la lumière rouge, c'est de la lumière. Et donc, pendant la nuit, ça va signaler à votre cerveau « Ah, c'est pas vraiment la nuit, c'est pas vraiment la nuit, c'est pas vraiment la nuit ». Et donc, vous allez rester éveillé. Dernier point. Et ça, c'est le plus important. Toute lumière qui vous arrive dans la gueule avant que vous ayez envie de vous réveiller,
c'est de la lumière qui va niquer votre sommeil. Il y a énormément de personnes qui dorment sans rideau ou avec des rideaux qui sont entrouverts ou mal fermés, etc. Moi, ça a toujours été une galère quand je suis dans les hôtels, quand je loue des apparts, etc. Il n'y a pas de rideau parfaitement fermé et donc il ne fait pas une nuit complètement noire. Il y a encore il y a aussi beaucoup de personnes qui dorment avec une lumière, une petite lumière allumée, une veilleuse, etc. Ça nique votre sommeil. Ça le détruit. J'ai fait des tests. Moi, juste un rideau qui est entrouvert comme ça fait baisser de 10% la qualité de mon sommeil en moyenne. Imaginez-vous, 10% de qualité de sommeil en moins, c'est 10% de capacité cognitive en moins, donc c'est 10% de thunes, de succès, de tout ce que vous voulez en moins. Juste parce que vous avez un rideau qui ne se ferme pas complètement. De même, à moins que vous vous réveilliez au moment où le soleil se lève, donc vers 6h du matin, en général 6-7h du matin, la dernière heure où vous dormez, il y a de la lumière qui rentre, vous dormez presque pas. Vous êtes en sommeil léger, vous récupérez plus rien. Donc à moins que vous soyez ultra lève-tôt, il faut absolument avoir des rideaux qui se ferment complètement. Si vous avez des stores, vous avez la chance d'avoir des stores, fermez-les. Si vous arrivez à dormir avec un masque pour les yeux, faites-le aussi. Encore une fois, ça peut paraître anodin, mais sur plusieurs mois, plusieurs années de vie, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça va avoir. Vous allez prendre des décisions légèrement différentes. Vous allez avoir des habitudes légèrement différentes. Vous allez travailler un petit peu plus longtemps. Vous allez un petit peu mieux vous entourer. Juste parce que vous dormez un tout petit peu mieux. Et ça, sur 5 ans, c'est la différence entre vous, fauché, et vous, millionnaire, suivant comment. Ça peut paraître con, mais avoir des rideaux de bonne qualité, virer votre télé, virer tout le désordre de votre chambre, ne pas jouer à des jeux de hasard, ne pas avoir de carte de fidélité, avoir un espace de travail adapté, ne pas avoir de tirelire et ne pas avoir de mauvais matelas, ça peut tout changer dans votre vie. Alors, il n'y a pas uniquement dans votre chambre que les objets peuvent avoir un impact dans votre vie. Je me suis posé la question, quels étaient les objets, les choses à acheter pour devenir riche? J'en ai trouvé plus d'une trentaine et j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, on vous la laisse juste ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi. Allez,